Bienvenue dans le podcast Équilibrez-vous, c'est l'épisode 9 déjà, et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Émilie Rimbert, qui est spécialiste du cycle menstruel et notamment de son impact sur les performances sportives féminines. En plus de cela, elle est formatrice en symptothermie, vous allez voir c'est une méthode d'observation du cycle qui est très intéressante. On va en parler en détail dans ce podcast. Émilie est aussi une sportive accomplie puisqu'elle est triathlète longue distance. Elle s'est notamment qualifiée pour les championnats du monde d'Ironman et elle a publié un livre qui s'appelle « Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme ». C'est un guide novateur qui vise à transformer le cycle menstruel en un allié pour la performance sportive et le bien-être des femmes. Et ça aussi, on va en parler en détail dans ce podcast. Salut Émilie. Bonjour Wilfried et bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de te rencontrer, de prendre du temps ensemble et je te remercie déjà pour le temps qu'on a pris en préparation de ce podcast. Hyper intéressant. J'ai hâte de commencer. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Justement, donc, je t'ai présenté très rapidement. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots? Donc, je m'appelle Émilie. Je suis effectivement formatrice en symptothermie. Ça fait partie de mes activités, mais plus globalement, je dirais que je suis coach du cycle féminin, c'est-à-dire que peu importe le besoin de la femme, peu importe son âge, ce qu'elle traverse, je pense aujourd'hui qu'il est intéressant et même primordial pour une femme de connaître son cycle, comment il fonctionne, et après, on peut s'en servir pour tout un tas de choses. Donc ça, c'est une de mes activités. À côté de ça, je suis art-thérapeute, donc je travaille avec un public majoritairement handicapé. Et puis aussi, en plus du cycle féminin, c'est vraiment une passion pour moi. J'ai une autre passion, c'est le triathlon. Et effectivement, je m'adonne à la longue distance. Et cette année, j'ai fait 2 Ironman où j'ai pu, en plus de la théorie et du livre, mettre en pratique dans mes entraînements, dans ma préparation, mais aussi les jours J, d'avoir cette expérience et de mettre en pratique le cycle féminin comme un paramètre de performance, mais aussi de bien-être et de compréhension de soi. Ok, super intéressant. Et justement, juste avant de commencer à parler de la partie cycle, juste sur ta partie activité physique et sportive, donc tu pratiques le triathlon. Est-ce que tu avais d'autres disciplines que tu pratiquais avant? Comment t'en es venu au triathlon? Ça s'est fait vraiment petit à petit. En fait, quand j'étais enfant, quand j'étais ado et très jeune adulte, du coup, moi, j'étais un peu une tête d'ampoule. Je pense qu'aussi, c'est parce que je suis une femme qu'on m'a pas trop poussée à faire du sport. J'ai fait un peu de sport, mais pour moi, je me considérais vraiment pas comme une sportive. Pour moi, c'est le sport, c'était pas pour moi. J'étais trop fragile au collège. Mes profs de PS disaient que j'étais trop fragile. Certes, je me débrouillais pas trop mal en endurance, mais j'étais assez souvent remplaçante, même en faisant du sport à côté. Avec les copines à l'UNSS, j'étais sur le banc de touche en fait au final. Et puis petit à petit, je me suis mis. En fait, c'est quand j'ai commencé à travailler. On était à côté du stade Charletti à Paris, là où il y a les meetings d'athlétisme, et mes collègues s'entraînaient sur le stade. Et on m'a dit, pourquoi tu viendrais pas avec nous? Ça pourrait te plaire. J'ai commencé comme ça, à courir 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Puis 2 mois après, on m'a dit, il y a un 10 km au bois de Vincennes, ça te dirait pas de le faire? Et en fait, c'est marrant, mais je me rends compte qu'un peu pour tout mon parcours de sportive, il a fallu des petites suggestions pour, en fait, une petite aide pour me dire, en fait, si quelqu'un se dit que c'est possible, je peux y aller. J'avais vraiment en moi l'idée que j'en étais pas capable du tout, vraiment. Que j'étais vraiment, vraiment nulle. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai voulu me remettre à nager. On m'a dit, en fait, il y a un club de triathlon, tu pourrais t'inscrire. Et je me suis prise au jeu. On m'a dit, tu pourrais faire ton premier triathlon. Et petit à petit, c'est venu comme ça. J'ai fait une petite pause dans mon parcours de triathlon pendant 2-3 ans où vraiment j'ai fait plutôt des sports d'escalade. Donc, que ça soit en salle, que ça soit... Parce que j'ai aussi déménagé en région Rhône-Alpes, donc ça s'y prêtait bien. Donc, en salle et puis en extérieur. J'étais tous les week-ends au bord de la falaise. Et d'alpinisme aussi, j'ai fait une petite pause pour y revenir quand je me suis installée dans la région où je vis. Ok, passionnant. Et du coup, tu as écrit un livre qui s'appelle Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme, publié en août 2024 aux éditions Thierry Soucard. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre en particulier? Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui t'a déclenché l'envie d'écrire ce livre? Tu dis, tiens, j'ai un message à faire passer.
Et d'où vient ce message en fait? Oui. Au départ, quand c'est plus lié vraiment au côté cycle féminin. Quand j'ai ouvert cette boîte magique et j'ai découvert que le cycle féminin, effectivement, d'aller à sa rencontre, ça m'aidait dans ma fertilité, mais ça m'aidait aussi dans ma vie de tous les jours à comprendre mes variations émotionnelles, par exemple. Au début, je trouvais ça magnifique, je trouvais ça super pour moi. C'était pas une obsession, mais c'était un mode de vie. Et très rapidement, j'ai senti que ça coinçait, que ça générait un peu de frustration, beaucoup de colère. Et je me disais, mais comment ça se fait? Parce que je suis contente et je me sens assez libre. Et c'est en me disant, bah, comment ça se fait que ma mère m'a pas transmis ça? Comment ça se fait que je reprends, j'ai bien en tête mes cours de biologie, on les a re-regardés avec ma sœur. Et je me dis, pourquoi en fait, par exemple, la glaire cervicale, dont on va parler après, en fait, j'ai l'impression que ça servait à rien. Ça a une importance de dingue, en fait. C'est vraiment l'élément central pour la fertilité. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas découvert ça? Pourquoi on met en avant les contraceptions hormonales alors que en fait pour la santé c'est pas bon. Et rapidement je me suis dit bon, ok, ça génère en toi quelque chose voilà, ça t'énerve, donc va te former déjà. Et moi, comme je suis aussi graphiste, illustratrice, j'ai commencé par faire des petits strips BD en me disant bah ça sera plus facile de faire comprendre des choses en les dessinant. Et donc j'avais déjà ça en tête, je voulais écrire un livre sur le cycle, mais en me rendant compte qu'il y en avait déjà beaucoup qui existaient et qui sont très bien. Il y en a sur la symptothermie, il y en a aussi sur la découverte du cycle, sur l'alimentation. Je me dis, bon, il y a déjà tout, en fait, aujourd'hui, ça sert à rien de multiplier. Et puis encore une fois, c'est les gens autour de moi qui me disaient, mais ce savoir, en fait, tu le partages, t'aimes tellement ça, pourquoi t'écrirais pas? Donc je me dis, bon, ouais, il va falloir que je me lance un jour ou l'autre. Et puis quand j'ai vraiment mis l'accent sur le sport, parce que en fait, ce qui s'est passé dans ma réflexion, c'est que bon, oui, je formais des femmes autour de la fertilité, mais pour arriver à la symptothermie, moi, je vois vraiment un entonnoir. Il y a toutes les femmes en haut et la symptothermie, c'est vraiment un entonnoir très restreint. Il faut être vraiment soit dans un besoin de conception et de se confronter à une problématique de ne pas y arriver très simplement. Donc, se dire, bah, si j'allais à la découverte de mon cycle, ça serait plus simple. Ou alors d'avoir un besoin en contraception. Et là, pour arriver à la symptothermie, il faut vraiment avoir eu des grosses difficultés avec sa contraception. Et en plus de ça, faire vraiment un pas de côté et se dire, ouais, j'ai confiance, je veux y aller. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'autonomisation, de curiosité, et en fait, d'aller chercher. Moi, j'aime bien dire des fois que pour découvrir la symptothermie, il a fallu que j'aille dans le dark web, en fait. Hein. Sinon, je ne serais jamais tombée dessus. Et donc, je me dis, c'est bien dommage d'en arriver là, d'arriver à te confronter soit à une problématique d'être depuis 6 mois, 1 an en train d'essayer d'avoir un bébé, de ne pas y arriver, ou soit d'en avoir vraiment galéré pendant des dizaines d'années avec ta contraception. Alors que c'est un savoir qui devrait se connaître, se transmettre et s'apprendre dès que ça intéresse la jeune fille. Donc, ça peut l'intéresser dès la puberté. Mais comme en fait, fertilité, ça sonne trop avec sexualité, c'est vraiment, tout le monde le met à distance. Même quand je transmets à des femmes qui ont des jeunes, qui ont des filles qui sont jeunes, elles me disent, mais ça, moi, en fait, je veux pas que ma fille le sache parce qu'elles se disent elles sont trop immatures et puis c'est vraiment trop lié à la sexualité. Ça voudrait dire se confronter à des sujets de sexualité avec les enfants. Et donc, je me creuse la tête, je me dis mais comment on pourrait vulgariser et puis faire que ce sujet, on le remonte à l'entonnoir. Donc je me suis dit cibler que sur les règles parce que les menstruations, c'est un sujet, on va plus le prendre en main aujourd'hui, mais ça reste très limitant. Et quand j'ai commencé à voir l'influence que ça pouvait avoir sur la pratique sportive, rendre les choses plus ludiques, performer et améliorer son bien-être, je me suis dit, bah là, on va toucher le sujet plus large, ce sera plus facile pour les femmes d'en parler et ce sera plus facile aussi d'en parler avec des hommes. Enfin, ça me semblait un sujet plus facile à prendre en main pour tous. Et je me rends compte qu'effectivement, oui, c'est le cas. Ok. Du coup, tu as fait le lien entre le cycle et l'activité physique et sportive. Donc, deux questions là-dessus. Toi, est-ce que ça t'a aidé concrètement à améliorer ta pratique sportive? Et autre question, est-ce que ça va aider aussi des personnes, enfin des femmes qui ne sont pas spécialement sportives, la lecture de ton livre? Oui, complètement. Parce que ce livre, il n'est pas adressé.
il n'est pas adressé aux sportifs de haut niveau, il est adressé à toutes les femmes, même plus large. Des hommes peuvent le lire, t'en es la preuve, et j'en connais quelques-uns autres qui l'ont lu. C'est vraiment... Et puis, quel que soit aussi l'âge, la pratique de la femme, qu'elle soit adolescente ou qu'elle soit en périménopause ou même en ménopause, on a toutes des choses à y apprendre. Et même des femmes qui, aujourd'hui, ont du mal à se mettre à l'activité sportive, ça peut être le petit coup de pouce. Se dire, OK, pourquoi pour ma santé, ça peut être bien de faire du sport? Et comment, en fait, je ne savais pas comment démarrer, comment je peux me servir de mon cycle pour que ça soit l'élément déclencheur, le petit truc en plus. Et aussi de comprendre pourquoi j'arrive pas à me mettre concrètement au sport. Pourquoi qu'à chaque fois, j'essaye de m'y mettre. J'y vais 2 semaines, ça se passe bien, je suis contente. Et la 3e semaine, en fait, j'y arrive plus. Et en fait, j'arrive pas à m'accrocher parce que j'arrive pas à sortir de la boucle infernale. C'est mettre de la conscience sur ce qu'on vit. Ok. Donc, une femme qui va lire ton livre va lui permettre de mieux comprendre en fait son cycle menstruel, de mieux adapter peut-être ses actions du jour, son comportement, ses projets peut-être concrètement vis-à-vis des différentes phases de son cycle. C'est ça. Ok. En fait, le livre, comment il est découpé, au départ, il y a une partie, il y a 2-3 chapitres qui sont en fait déjà un point de départ pour se dire les femmes ne sommes pas comme les hommes. Aujourd'hui, on considère que dans plein de domaines, c'est la même chose, mais non. Physiquement, on est différent. On a un squelette qui est différent, on a des organes, une constitution d'organes différente, une constitution musculaire différente, etc., etc. Et on a un cycle. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a besoin d'une prise en charge particulière, que ça soit dans la prévention des blessures, mais que ça soit aussi dans la pratique sportive. Et ensuite, les chapitres d'après, les parties d'après, c'est à la découverte du cycle. Comment fonctionne mon cycle? Donc vraiment, on déroule un cycle en entier. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, pourquoi ce cycle n'a pas d'intérêt que dans la sphère gynécologique? Pourquoi ça a un intérêt sur la santé de manière générale? Et ensuite, pourquoi c'est une aide pour le sport? Donc d'un côté, pourquoi je peux m'en servir comme une aide pour être mieux dans ma pratique, pour performer et y trouver plus de bien-être, mais aussi si j'ai des dérèglements, comment je peux, grâce à l'observation du cycle, comprendre que j'ai des dérèglements, comprendre que j'ai un syndrome prémenstruel, comprendre que ma rétention d'eau qui me dérange, c'est lié à mon cycle, et me dire que c'est pas forcément irrémédiable. Ensuite, il y a comment on met tout ça en pratique. Et après, il y a une partie plutôt, aller plus loin. Donc, je comprends aujourd'hui comment fonctionnent mes cycles. J'identifie des problématiques qui m'empêchent de pratiquer correctement. Il y a des conseils de mise en pratique qui peuvent s'adresser aussi à des hommes sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, la prise en charge des blessures. Et une partie qui est beaucoup plus personnelle, comment préparer un objectif sportif en intégrant le cycle. Voilà, j'aimerais bien me mettre à la course à pied. Ok. Comment je planifie? Je prends une feuille, un papier, j'écris ce que je veux. Donc, c'est une partie un petit peu plus prépa mentale, en fait. Et puis, comment j'utilise mon cycle comme levier, comme curseur d'un an, en gros, 1 an avant jusqu'au jour J et après, en fait. Ok, super intéressant. Juste avant, d'ailleurs, qu'on parle de la symptothermie en détail, juste une petite parenthèse sur la partie écriture du livre, parce que au moment où on enregistre ce podcast, toi, ton livre est déjà sorti, et moi, je sors un livre dans 3 mois, là, chez le même éditeur, Thierry Soucard. Donc, ça m'intéresse, du coup, d'avoir ton petit feedback sur comment s'est passée l'écriture de ton livre, combien de temps il t'a fallu pour l'écrire, est-ce que tu avais des recherches scientifiques sur ce sujet, est-ce que tu as des difficultés particulières dans la phase d'écriture? Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'était une expérience vraiment unique et très enrichissante sur plein d'aspects, des aspects personnels autant que sur des aspects professionnels. Et puis c'est une aventure qui commence dès qu'on a l'idée, mais qui, tu vois, se prolonge sur
sur les mois à venir. Parce que tu vois là, donc, il est sorti en août et j'ai des événements de prévus jusqu'à septembre ou octobre de cette année. Ah oui. Donc, je me dis, c'est vraiment chouette de voir ce livre prendre aussi sa place petit à petit. Il n'était pas forcément attendu, donc il prend sa place et on le découvre petit à petit. L'écriture du livre, elle s'est faite dans un mouchoir de poche. Ok. Combien de temps? Elle s'est faite. J'ai commencé l'écriture pendant les vacances de Noël ou non, j'ai commencé un petit peu avant, au mois de novembre ou de décembre, j'ai commencé à écrire, mais je m'y suis vraiment mise en janvier. Le manuscrit, je l'ai rendu en avril et le livre est parti en impression le lendemain une semaine après l'Ironman de Nice, donc D'accord. mi-juin. Ok. Et justement, tu as fait des recherches scientifiques. Comment tu as construit le livre en termes de data? Est-ce que tu t'es basé sur ton expérience personnelle? Tu as fait des interviews de femmes? As-tu fait des recherches scientifiques sur le sujet? Oui, j'ai conduit plusieurs fronts en même temps, parce que j'avais très très peu de temps. En fait, notre idée, c'était vraiment de capitaliser sur les JO 2024, puisqu'on était sur une parité et qu'on allait beaucoup parler du sport au féminin. Et dans l'idéal, on aurait aimé le sortir avant, mais c'était vraiment très très court. Mais bon, il a été bien accueilli aussi à la fin de l'été. Ça a permis aussi d'être sur le move de ces JO, cette belle énergie. Donc, j'ai fait des questionnaires quantitatifs pour avoir un peu de data, ouais, en quantité. J'ai fait des interviews aussi pour avoir des verbatim, des retours d'expérience en qualitatif. J'ai contacté tous les chercheurs, enfin pas tous, mais en tout cas en Suisse, en France, et puis un peu à l'étranger qui avaient travaillé sur le sujet pour les interviewer. Et puis aussi, ils m'ont communiqué beaucoup d'infos de recherche. J'avais des lectures. Dans les lectures, il y avait des biblios sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et puis ouais, j'ai fait énormément de recherches aussi à côté. C'est beaucoup de temps, ça, la partie recherche Ouais. scientifique. Hein. Je peux aussi en témoigner. C'est un long travail, mais c'est passionnant parce qu'en fait, c'est un peu comme un fil. En fait, on tire sur une partie, puis tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, après, c'est un spectre énorme en fait qui s'ouvre à nous, quoi. C'est fou en fait parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire le livre, pareil, j'ai commencé par pas mal éplucher la littérature scientifique, et puis en fait, c'est la littérature scientifique qui m'a presque donné en fait des idées de chapitres parce que j'avais pas forcément exploré certains sujets, quoi. Donc, comme tu dis, ouais, effectivement, c'est un vaste sujet, mais voilà. Oui, puis je te rejoins complètement. C'est une construction au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, il te faut un plan, bien sûr, un sommaire. Et puis au fur et à mesure que tu creuses, en fait, tu remodifies ton sommaire. Tu dis, bah non, en fait, il faudrait le fil, ne pas le prendre de ce sens-là, mais de le prendre de ce sens-là. Et moi, je voulais vraiment que ce soit un ouvrage qui soit accessible à tout le monde, sans avoir de notion de sport, de cycle, d'entraînement. Que chacun puisse le prendre en main et comprendre ce qui est écrit, que ça soit pas justement de la lecture scientifique. Donc le travail de vulgarisation et de transformation de ce que tu as dans la tête, ça prend aussi beaucoup de temps. Tu dis que ça C'est vrai. va. Et en fait, non, il faut vraiment se prendre la tête de dire, attends, l'idée c'est ça, mais comment j'arrive? Je prends ce fil-là pour y arriver ou je prends ce fil-là? C'est vrai. Parlons un peu justement de la symptothermie, qui est ton sujet de prédilection. J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas précisément ce que c'est que la symptothermie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement et comment ça marche? Comment justement une femme peut analyser son cycle et en tirer des conclusions? Ok. Alors, la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle. Avant, je t'aurais dit que c'est une méthode de gestion de sa fertilité, ce qui est pas faux, mais mais ça ne s'arrête pas à ça pour moi. Donc la symptothermie, c'est vraiment l'étude des signes que va nous renvoyer le corps. J'aime bien parler de biomarqueurs. Il y en a qui parlent de symptômes. Quand tu lis symptômes, symptothermie,
Pour moi, symptôme, c'est un message d'alerte que le corps va renvoyer une problématique comme une inflammation. Alors que là, c'est les biomarqueurs qu'on va pouvoir analyser dans le corps. En fait, on a de plein de sortes, mais il y en a 3, et notamment 2, enfin 3 qui ont été vraiment hyper étudiés, où il y a des études, il y a des données, des datas qui font que c'est fiable, des chercheurs qui ont vraiment étudié tout ça. Donc, il s'agit d'un côté de la température, de l'étude de la température, et de l'autre côté de la glaire cervicale. Voilà, déjà concrètement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va venir observer? Donc, les symptômes, ça va être la glaire cervicale, mais on peut aussi aller voir les variations du col de l'utérus. Symptothermie, thermie, la température. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, les hormones qui nous drivent dans le corps vont avoir un impact sur notre température basale. Moi, j'aime bien parler, on va commencer à en parler, des 4, j'aime bien utiliser les 4 saisons pour faire un lien, une métaphore avec les 4 phases du cycle féminin. Donc l'hiver, les menstruations, ensuite le printemps, et l'été, ça va être toute la phase œstrogénique, où ça va être les œstrogènes qui vont être les hormones dominantes et qui vont préparer à l'ovulation. Et ensuite, une fois qu'on a ovulé, le corps il change de profil. L'hormone dominante, ça va être la progestérone. Là, j'aime bien parler de l'automne. On va être vraiment sur une énergie différente. Et en fait, notre température, elle va être relativement stable et basse pendant la période œstrogénique, donc printemps-été. Et une fois qu'on va avoir ovulé, la température, elle va monter. Elle va être beaucoup plus haute et elle va rester haute jusqu'à l'arrivée de nos règles, le jour J ou le lendemain. Donc, en analysant rien que la température, tu peux déjà savoir. Donc, tu fais ça, tu traces, c'est pas, tu prends ta température comme ça, comme si tu avais de la fièvre. Mais l'idée, c'est de dessiner une courbe, donc de prendre un nombre de jours de ton cycle, où tu vas dire, bah là, tiens, j'ai tant de température basse, tiens, d'un seul coup, ça monte, ça reste haut, et c'est et vraiment, ça, où tu vas mesurer, tu vas calculer, te dire, bah, il y a bien. C'est 0,2, en fait, la température, elle augmente de 0,2. Donc, tu vérifies que tu es bien à 0,2 au-dessus de cette ligne d'avant. Bon, à le décrire comme ça et surtout à l'écouter, ça a l'air peut-être un petit peu complexe. Mais quand on est bien accompagné, puis quand on est bien accompagné et puis qu'on suit bien le principe, les règles à suivre, il n'y a pas de souci. Et donc, ça signifie que quand la température est haute, eh bien, on est infertile. Parce que oui, et je comprends que pour certaines femmes, c'est peut-être quelque chose, une idée reçue, enfin quelque chose qu'elles n'ont pas en tête, mais même moi, je ne savais pas qu'en fait, il y a des jours dans le cycle où tu es infertile. Moi, je pensais que j'étais fertile et que en fait, c'était un peu comme une roulette russe. En fait, je ne savais pas si j'étais fertile ou infertile de moment où j'ai eu mes premières règles jusqu'à la ménopause. C'était un peu, bah voilà, si je me protège pas, bah je peux tomber enceinte en fait. C'est au petit bonheur la chance. Alors que non, en fait. Le corps, il a un temps pour chaque chose. Il a un temps pour permettre la montée des spermatozoïdes vers l'ovulation, parce que c'est le temps de l'ovulation et de la fécondation. Une fois que ça c'est fermé, ça demande beaucoup d'énergie. Bah, le corps, il dit, bon, ça c'est passé, on verra au prochain cycle. Maintenant, ma mission, c'est de me mettre sur l'énergie de l'automne, de l'hormone progestative, de construire un nid qui peut-être sera habité par un embryon qui viendra se développer. Et donc là, le métabolisme augmente, la température augmente, et je vous jure que tous les cycles, quand on a ovulé, la température, elle augmente toujours d'au moins 0,2. Donc c'est quelque chose vraiment de fiable et si on suit bien le protocole, eh bien ça fonctionne à tous les coups. Donc ça, c'est pour la. Ouais, quand tu dis fiable, moi ça me fait penser justement à des amis qui avaient utilisé la méthode des températures comme méthode de contraception, on va dire, pour pouvoir être sûr, comme tu disais, qu'elle n'était pas fertile. Je pense que ça marche à partir du moment en fait où tu prends bien ta température aussi, quoi. Parce que comme tu dis, c'est une petite variation de température, c'est pas plusieurs degrés, c'est quelques centièmes de degrés. Donc, faut être sûr de pas avoir genre un petit peu de fièvre, faut être sûr de prendre toujours au même moment.
Et ça demande quand même, je pense, une certaine rigueur en fait pour bien prendre sa température, quoi. C'est pas si simple que ça, quoi. Oui. En fait, c'est simple dans la mesure où tu es rigoureuse, effectivement. Et après, il faut se dire, on est là, en fait, tu prends ta température, il faut au maximum pour que ça soit fiable, d'être Oups. dans le même contexte, tous les jours. Donc, bien sûr, c'est au réveil. C'est pas, tu vois, j'ai des clientes, je me rends compte qu'en fait, elles se sont levées et elles sont allées s'asseoir dans leur salon pour prendre la température. Alors que j'ai dit, c'est le premier geste qu'on fait en se levant. Et parce que l'idée, c'est d'avoir la température qui soit d'être dans un contexte identique chaque jour. Donc, quand tu te lèves le matin, tu es au plus près de ce que tu fais la même chose tous les matins. Et en plus de ça, ton corps, il s'est pas encore vraiment mis en marche. C'est-à-dire que dès que tu t'assois, dès que tu vas aller aux toilettes, par exemple, eh bien, ton métabolisme, il s'accélère parce qu'il faut que ton corps, il y a les muscles qui doivent s'activer aussi, tout bêtement, quoi. Ouais. Et au-delà de la température, est-ce que, parce que c'est le grand classique, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le corps de la femme qui se passent et qui varient avec les cycles? Oui. Le grand classique, en tant qu'homme, je dirais, ça pourrait être les émotions de la femme qui peuvent être variables aussi. Tu peux nous en parler un petit peu, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres symptômes, même si le terme symptôme n'est pas du coup adéquat parce que c'est pas une maladie, est-ce qu'il y a d'autres manifestations corporelles, psychées, qui se passent dans le corps de la femme, suivant les différentes phases du cycle? Oui. Alors déjà, pour terminer sur la symptomatique, en fait, il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, c'est le livre qui n'arrête pas de dégringoler. Je pense qu'il veut que je prenne en main. Prends-le avec toi. Il veut être près de toi. Un message. Une anti-sèche. Non, avant de passer aux autres symptômes, aux autres biomarqueurs, autres changements qui peuvent s'opérer au cours d'un cycle, je voulais terminer sur la symptothermie. Parce que la symptothermie, tu en parlais sur la question de la fiabilité, ce n'est pas que la température. On va dire que, en fait, la symptothermie, c'est une méthode à double indice qui permet donc de venir se faire confronter les deux indices. C'est-à-dire que ta température, elle va augmenter. Bon, déjà, tu la vérifies sur 3 jours. C'est très sérieux comme protocole. Ça a été inventé mis au point par les Allemands, donc cette bonne rigueur germanique. Et tu vas venir, tu te considères pas comme infertile tant que tu n'as pas validé aussi qu'au niveau de ta glaire cervicale, t'étais aussi passé dans un mode infertile. Donc, dans symptothermie, les symptômes qu'on va venir observer, c'est la glaire cervicale et le col de l'utérus ou le col de l'utérus. C'est vraiment important de comprendre que c'est glaire et température. C'est pas glaire ou col ou que température. C'est vraiment une méthode d'indice combiné. Et donc, pour la glaire cervicale, comment on peut mesurer son niveau d'activité suivant les différentes phases du cycle? Alors, on va pas être sur une donnée quantitative comme la température, on va être sur une donnée qualitative. La glaire cervicale, donc déjà, on va expliquer ce que c'est la glaire cervicale. Oui, parce qu'il y a peut-être certaines qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui pensent que c'est au niveau des cervicales derrière la tête. Mais voilà, de toute façon, c'est des choses dont on ne parle pas, donc c'est normal. C'est comme les enfants, hein, quand on ne nous dit pas les choses, on s'invente, on essaye de trouver la vérité, tous. La glaire cervicale, c'est une sécrétion tout à fait naturelle, tout à fait propre, nécessaire et synonyme de bonne santé, qui est sécrétée au niveau du col de l'utérus. Donc tout en haut du vagin et même dans le col de l'utérus qui est en interne, pas à l'extérieur. Elle est sécrétée dans des petites cavités. Voilà, elle est sécrétée dans des petites cavités. Et en fait, elle va réagir aux fluctuations hormonales. Elle va commencer à être produite après la période des règles, quand les oestrogènes vont se mettre en route. Au départ, elle va ressembler à du yaourt blanc, une crème de jour. Elle va être onctueuse, un petit peu liquide, blanchâtre. Et puis, au fur et à mesure que les oestrogènes vont être dans le corps, elle va être de plus en plus liquide, de plus en plus translucide. Ça peut s'apparenter à du blanc d'œuf cru. Pas du blanc d'œuf cuit, mais cru. Elle est filante, elle s'étire et elle est synonyme en fait qu'on est pleine d'œstrogènes,
que l'ovulation est proche, parce que le corps est prêt à libérer l'ovulation, que les follicules sont développés. Et elle est là aussi, en fait, tout simplement pour permettre aux spermatozoïdes de remonter tranquillement vers les cryptes, là où est sécrétée la glaire cervicale, et vont être là, nourris, blanchis, logés, jusqu'à ce que l'ovulation ait eu lieu. Donc, c'est un indicateur vraiment de montée d'œstrogène. Et puis, tac, l'ovulation est passée, il n'y a plus d'œstrogène ou il y en a beaucoup moins, c'est la progestérone qui prend le relais. La mission du corps à ce moment-là, c'est plus du tout de faciliter la remontée des spermatozoïdes, mais c'est plutôt de protéger le nid. Donc la glaire, elle va être beaucoup, beaucoup moins liquide, elle va être asséchée par l'effet de la progestérone. Elle n'est pas vouée forcément à descendre, donc ça va être une période où peut-être on ne va pas en voir, mais ça va être comme du houmous ou une petite pâte à modeler qui va venir en fait protéger le col de l'utérus comme une petite pâte. Et tout simplement, ça peut faire peur là ce que je dis, donc je vais continuer mon explication. Il n'y a pas besoin d'aller explorer l'intérieur de soi pour voir sa glaire cervicale. Tout simplement, eh bien, il suffit de, une fois qu'on est allé faire ses besoins, qu'on a fait pipi, on s'essuie avec du papier toilette, si on s'essuie pas avec de la mousse, hein, ou passer une main et voir à l'extérieur, vraiment sur la vulve, donc ce qui est l'organe externe du corps, est-ce que ça glisse? Si ça glisse, possiblement, il y a de la glaire, et aller regarder. Et déjà, on peut faire une étude, une exploration visuelle, de se dire ça ressemble plutôt à du yaourt, ça ressemble plutôt à quelque chose du blanc d'œuf cru, etc. Et en fait, on n'y fait pas attention, on a ça, on appelle ça des pertes blanches. Moi, quand j'étais jeune, ado, j'en avais beaucoup et j'avais l'impression que j'avais un problème. Je mettais beaucoup de protection parce que j'avais peur que ça tâche. Et qu'en fait, non, c'est pas une problématique. Et quand j'en avais parlé, on en avait parlé avec ma sœur, notre gynécologue, elle avait rigolé, elle n'avait pas répondu à sa question. On pensait qu'on avait vraiment un problème. Et non. Alors qu'en fait, tout était tout à fait normal. Ouais. C'est le fonctionnement normal du corps féminin. Ouais, et même plus adulte, j'ai le souvenir d'une fois d'avoir vu ce filet blanc, ce filet translucide, et de m'être dit, tiens, c'est mon ovulation. Alors que c'est sûr que ça rapproche du moment où je vais ovuler, mais ça n'a rien à voir, ça aucun rapport. On peut avoir cette glaire-là et ne pas avoir ovulé, en fait. Ça n'a rien à voir directement. Tout à l'heure, tu parlais des 4 saisons du cycle féminin. Est-ce que tu pourrais donner un peu des indications aux femmes sur comment optimiser leur vie par rapport justement à ces 4 saisons? Oui. Par exemple, quand on a des projets à faire, quand on veut plutôt rester tranquille, etc. Dans un monde idéal, comment on pourrait optimiser sa vie en fonction de son cycle? Et je vais essayer de le rapprocher de ta question sur les variations hormonales. Ouais. Donc, j'ai parlé des 4 saisons, mais j'ai pas forcément fait le lien sur l'énergie. La période des menstruations, des règles, on a dit que c'était l'hiver. Qu'est-ce qui se passe dans l'hiver? Ce qu'on voit actuellement, c'est que tous les arbres sont nus. La végétation, elle est vraiment à l'intérieur. Toute l'énergie est vraiment centrée à l'intérieur. Elle est vraiment récoltée comme quelque chose de très précieux. Et une toute petite activité. On voit les oiseaux, ils sortent peu. Il y a des animaux qui peuvent hiberner. C'est vraiment un temps propice au repos. Même moi, je le constate dans ma vie. Je dors plus l'hiver. J'ai besoin de plus de repos. Et quand on hiberne. Quand on se cale sur le rythme circadien, les jours raccourcissent. Donc, il y a une invitation aussi à se reposer. Et donc, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur dans le corps de la femme. Il y a beaucoup d'énergie qui est déployée pour évacuer cette muqueuse utérine, ces règles. Ce sont des contractions. C'est pas comme un robinet. On a l'impression que c'est un robinet ouvert. On ouvre et puis ça tombe jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Non, c'est vraiment des contractions. Donc ces contractions, elles doivent être dosées. On ne doit pas souffrir de ça. Souvent, on a l'impression, parce qu'on grandit et on évolue dans l'idée qu'avoir mal, c'est normal. Avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal.
dans le meilleur des mondes, en principe, on ne devrait pas avoir des douleurs au-dessus. Si on prend une échelle de 1 à 10, au-dessus de 3, des contractions, quoi. Comme on peut avoir des contractions au mollet sans aller à la crampe. D'avoir des douleurs au-dessus de 3, c'est pas normal. C'est que soit ça peut être justement ces contractions sont trop importantes parce que les prostaglandines qui vont être inflammatoires vont en fait envoyer trop de contractions. Il y a même des femmes pendant cette période-là qui vont avoir des diarrhées parce que justement les prostaglandines elles vont envoyer des contractions sur toutes les parois. Là, je réponds déjà à une question, mais du coup pour l'énergie, voilà, toute cette énergie fait que le repos supplémentaire est le bienvenu. Et en fait, de cette période va découler tout le reste du cycle. Donc si on commence déjà sur les chapeaux de roue, si on est déjà à 1000%, eh bien on va créer de la fatigue et on aura du mal à récupérer et avoir un cycle qui soit cool sur le reste. Donc plutôt une période où il faut en mode tranquille, quoi, chill, pour faire ça. Chill. Si on a envie, si on a besoin de faire un peu d'activité physique parce que on va libérer de la dopamine, d'autres hormones qui font du bien, la sérotonine, go, si on se sent d'y aller. Si on n'a pas envie, c'est ok aussi. Il faut surtout respecter son énergie. Si on sent qu'intuitivement on n'a pas envie, ça sert à rien d'y aller. Mais c'est ok, voilà, un effort physique peut faire du bien. Ça peut être d'aller courir. S'il n'y a pas de douleur, enfin, chacune expérimente et essaye de. L'idée, c'est que l'idée de ce livre aussi, c'est d'aller à la rencontre de soi, d'identifier comment on fonctionne et de mettre en place quelque chose qui soit sa propre règle, sa propre norme. C'est pas de se focaliser sur une grille. Pendant ces règles, tu fais ça, c'est obligatoirement du yoga. Pendant cette phase-là, c'est obligatoirement du renfo. Pendant cette phase-là, fais rien, ça sert à rien. L'idée, c'est que tu puisses faire du cycle tout au long de ton... Tu peux faire du sport tout au long de ton cycle, mais pourquoi pas adapter l'intensité, adapter le type d'effort, la longueur de l'effort, en fonction de tes capacités, d'aller un peu plus loin si tu as envie de progresser, d'être dans un effort adaptatif, de faire sortir un peu ton corps de sa zone de confort, mais que ça te respecte et que ça te couche pas pour les jours à venir. Okay. Et comme du coup, je reprends cette idée de vraiment l'hiver, il n'y a rien à l'extérieur, tout à l'intérieur. Une invitation au repli sur soi, mais je dis ça de manière positive. Et en fait, d'être plus replié sur soi, d'être plus dans une énergie tournée vers l'intérieur et moins vers l'extérieur. T'es plus sensible, donc plus intuitive aussi, plus alerte avec si tu fais attention, effectivement, tu es plus émotive parce que s'il y a cette relâche des hormones qui peut créer un petit manque en fait. Mais normalement, si vraiment c'est de partir dans une dépression ou de pleurer, d'avoir des pleurs où tu comprends pas, c'est qu'il y a une problématique derrière. Il y a un dérèglement hormonal qui fait que ça te génère cette problématique hormonale, mais c'est un temps où c'est ok d'être moins dispo pour l'autre parce que ton énergie va être focus sur l'intérieur, mais tu vas être plus intuitive, mais tu vas être plus créative et tu vas pouvoir plus facilement prendre des décisions. D'accord. Donc ça, c'est pour la phase hivernale. Ensuite arrive donc la phase juste avant l'ovulation, on va dire le printemps. Le printemps, tu vois, c'est comme l'été, le printemps qui démarre, tu vois les petites fleurs qui sortent, les petites fleurs qui montent dans les arbres et qui sont là pour après pouvoir avoir le fruit. C'est la sève qui remonte dans les arbres, c'est comme les oestrogènes qui progressivement rentrent dans le corps de la femme. On voit que même au niveau du printemps jusqu'à l'été, on va plus vivre dehors. Il y a une invitation à aller vers le dehors. Donc la femme aussi une invitation à aller vers le dehors. Et ces oestrogènes, elles ont un impact aussi sur notre capacité à la rencontre de l'autre. Parce que parce que d'un point de vue purement physiologique, fait que si on revient au tout début à quoi sert le cycle féminin, c'est quand même pour la reproduction. Merci, parce que je savais pas trop comment l'amener, mais donc en gros, en fait, ce que tu veux dire, c'est que dans la phase du printemps, la femme aura imaginons une femme célibataire pour être un peu au sens très 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 basique, elle aurait plus envie de rencontrer des gens, de faire des rencontres en fait, parce que c'est le moment idéal justement, juste avant l'ovulation. Mais une femme qui est pas célibataire aussi, même si c'est
inconscient, totalement inconscient. Il y a des Ouais, là, changements. je parlais juste d'un point de vue physiologique, d'un point de vue reproduction. Oui, Après, effectivement, on peut dérouler pour une femme qui n'est pas célibataire. Du coup, ça va être une énergie qui va augmenter progressivement. Mais effectivement, voilà, là, je parlais d'un point de vue juste d'un point de vue reproductif, on va dire, quoi. oui, oui, Mm. mais même Oui, inconsciemment, une femme qui n'est pas célibataire, elle va avoir cette capacité à plaire, comme j'aime bien parler du pont qui fait la roue, parce que même physiquement, il y a des changements qui s'opèrent. Les oestrogènes, euh, vraiment, là, on parle des émotions, ça ne se limite pas à la sphère gynécologique, l'impact que ça Mm. va avoir sur notre corps. Et c'est pour ça que c'est important en sport, c'est que il y a des capteurs de ces hormones sur toutes nos cellules. Et les oestrogènes, elles vont tout modifier dans notre corps. Elles vont modifier comme elles vont modifier la glaire cervicale, elles ont une capacité à modifier aussi la salive ou la sueur. Si tu ok, observes au microscope, ça fait comme des petites fougères, ça cristallise sous les oestrogènes. C'est complètement dingue. d'accord. Vous tapez sur Internet études de la glaire ou de la sueur d'une femme. C'est vraiment, on voit vraiment bien les images, c'est très joli d'ailleurs. Et sur notre peau, sur l'élasticité de notre peau, parce que les oestrogènes fonctionnent avec le collagène. Donc notre peau, elle va être moins grasse, plus brillante dans le bon sens du terme, les cheveux plus brillants à l'approche de l'ovulation. Et même si c'est pas dans un but de faire des rencontres, on va être plus à l'aise. Par exemple, on va faire un repas entre copines ou avec la famille, on va être plus à l'aise de parler, de raconter une Oui, anecdote, alors que d'autres moments, on va plutôt être dans son coin. Et professionnellement, c'est hyper intéressant. Une auto-entrepreneuse, influenceuse, elle aura plus intérêt à caler ses réels, ses visios, quand elle est sous œstrogène. Enfin, c'est les sous oui. œstrogène, ça fait un peu Parce que du qu'elle coup, a elle aura plus d'énergie, plus de facilité à communiquer, à interconnecter avec les autres, etc., ouais. quoi. Ok. Ouais, et puis c'est plus facile, par exemple, quelqu'un qui fait du théâtre, on prend plus facilement sa place dans le monde, que ça soit dans la façon de nous orienter dans l'espace, de nous présenter, de nous poser. Comme je pense souvent à un tournesol qui Mhm. se tourne vers le soleil. On va rayonner, on va chercher le soleil et on va être beaucoup plus à l'aise dans plein de domaines qui sont de la relation. Ok. Et en fait, on est moins dans l'intuition, on est moins dans la réflexion, on est plus dans l'action. Hmm. Moi, j'aime bien appeler énergie féminine l'énergie de l'intérieur, énergie masculine l'énergie de l'extérieur. Attention, ça ne veut pas dire que les hommes ou les femmes sont comme ça. On a tous ce yin et ce yang en nous, toutes ces énergies de l'intérieur et de l'extérieur. Mais là, nous, c'est hyper intéressant de se dire qu'on a ce moment où ça va être plus mis en amont. On va y aller. On a une to-do list de dingue le matin. Le soir, on se dit, Hmm. waouh, on l'a fait. On est plus adaptable. On est plus à aller prendre les rendez-vous, à communiquer. Et on va être moins dispo. Ça va être plus difficile de prendre une décision. On peut appliquer des décisions, on trace. Mais alors la décision, tu sais, ça a l'air fou, mais il y a des communautés, ou même quand on regarde dans les tentes bibliques, il y avait une tente rouge où en fait les femmes se réunissaient au moment de leurs règles ou se réunissaient à des moments transitoires de leur vie et prenaient des décisions, parlaient entre elles. Déjà, le cycle avait un autre impact, mais c'était monnaie courante on le savait, qu'en fait on Ok. était plus capable de prendre des décisions au moment de l'automne, c'est déjà un prémisse de l'hiver, au moment de l'hiver, et de mettre en pratique un peu plus tard. On est un peu plus Ok. fouillis à ce moment-là, en fait. Oui. C'est ça qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la société actuelle est un peu déconnectée de tous Mm. ces signaux naturels. On est, Donc, ouais, on est vraiment sur un mode linéaire, alors que ah c'est oui, vrai oui, que oui, complètement. la nature est une invitation aussi, pourquoi pas, à fonctionner de manière cyclique, et c'est Oui. naturel, en fait. C'est pas un truc qu'on vient d'inventer, j'ai envie de dire. Ah bah non, non, clairement. Donc après le printemps, on est au sommet Automne. du cycle. En fait, ça arrive l'ovulation. Puis, on rentre dans l'été. Ouais. L'été, c'est très très court. L'été, c'est l'ovulation, c'est 24-48 heures où vraiment là, on est pleine d'œstrogènes. Il va y avoir aussi un pic de libido. On parlait tout à l'heure des rencontres, mais une femme en couple aussi, peu importe ce qu'elle vit, elle peut, indépendamment de ce qu'elle vit,
Donc être en couple, pas en couple, tu vois, être là et se dire, tiens, là, je me sens bien dans mon corps et puis bah, j'ai de la libido. Ça nous Ok. indique aussi qu'on a de la testostérone à ce moment-là. Donc du point de vue sportif, bah, on va être plus combative. On peut y aller sur une séance. Je pense à une séance de course à pied avec des intervalles. Waouh, aujourd'hui on a la patate, on ferait bien un intervalle de plus, puis on récupérerait moins parce qu'on sent qu'on est à fond. C'est aussi une espèce de dopant, un peu une potion magique. C'est une potion magique qui nous donne des forces, mais qui nous donne aussi des ailes. Un peu, Ouais. tu vois, Icar, on peut. Ah, vas-y, je saute l'échauffement aujourd'hui parce Je me que sens là, trop bien. je me sens trop bien. Alors que là, pouf, plus de risque de blessure proche de Hmm. l'ovulation, parce qu'on est beaucoup plus souple grâce à ces oestrogènes. Donc, les muscles, on prend plus facilement du muscle, on est beaucoup plus élastique, mais nos tendons, nos ligaments sont aussi beaucoup plus souples. Donc, si on fait pas attention, on risque aussi beaucoup plus de blessures. Donc, attention, on se tempère, mais ouais, on est à fond là. On est vraiment à fond. On peut le sentir une journée. Je comprends pas. Il y a 2 semaines, faire la même chose, j'y arrivais pas. Et là, j'étais dispo pour tout, pour prendre tous les rendez-vous. J'ai fait tous les rendez-vous des enfants. J'ai fait ma journée de boulot. J'ai fait à manger. J'ai fait mon sport. J'ai fait ça. J'ai une patate de dingue. Je suis contente. Ok. Voilà. Arrive ensuite l'automne. Après l'été, l'automne. L'automne, Qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie là? bah, c'est vraiment une invitation et une énergie cool. La progestérone, c'est l'hormone de la relaxation. Euh, elle, donc, elle peut être mise à mal dans le cas de stress chronique, de vie très stressante, où du coup, bah, même si on produit la progestérone, on va avoir du mal à la fixer. Mais là, fou, c'est bien de redescendre en fait. On va avoir des facilités d'endormissement aussi en cette phase-là. On va être, voilà, c'est un début de repli sur soi parce que l'automne, c'est une préparation à l'hiver en fait. Et dans le corps, ce qui se passe, c'est que le follicule qui a permis la libération de l'ovule se recycle, devient un corps jaune, et c'est ce corps jaune qui va sécréter la progestérone. Et moi, je me dis, c'est dingue, c'est comme, bah, tu vois, les feuilles sur les arbres tombent au sol pour le protéger, et puis pour créer un humus qui puisse ensuite resservir à autre chose. Pour le prochain cycle. Pour le prochain cycle. Donc, c'est Ouais. exactement ça. C'est une capitalisation pour le prochain cycle et une invitation au retour sur soi et qu'il se passe beaucoup de choses. On est en préparation d'un projet, même si ce projet il va pas à terme et que parce que c'est ça en fait. Chaque cycle, faut avoir en tête. Moi, genre, quand j'ai compris ça, je me suis dit ah d'accord, je comprends mieux plein de choses. C'est comme si on était déjà un peu enceinte. La progestérone, c'est l'hormone dominante de la grossesse. Progestérone, pour gestérone, gestation. Donc c'est l'hormone pour Hmm. la gestation, c'est l'hormone pour la grossesse. Le corps, il est déjà en préparation dans ce projet. Donc on est vraiment sur une énergie féminine, ouais, du projet, de la réflexion, de la création. Si on est artiste, bah c'est super chouette de se dire bah tiens, je me fais une peinture, je me fais une œuvre. Il y a d'ailleurs, j'ai lu il y a pas longtemps, c'était super chouette. Louane, la chanteuse, qui disait qu'elle écrivait ses disques qu'en fin de période progestative. C'est là où elle sentait qu'elle était elle aussi, elle est quand même beaucoup dans le down, donc Ouais. au niveau émotionnel, c'était pas l'énergie de l'été et du printemps, l'énergie gay, mais on est beaucoup plus ouais, créative. Ok. On Alors, peut c'est une prendre bonne des transition décisions. d'ailleurs. C'est une bonne transition parce qu'effectivement, alors Louane, elle peut effectivement adapter son métier par rapport à son cycle. Euh, Toutes les femmes ne le peuvent pas forcément. Toutes les sportives ne peuvent pas non plus demander que le jour de la compétition, ce soit le jour de l'ovulation. Ce serait bien, mais c'est pas possible. Du coup, comment une femme pourrait adapter ses projets, ses cycles de vie par rapport justement à son cycle, en fait, sachant qu'elle ne peut pas toujours choisir, en fait. Par exemple, voilà, il y a des décisions importantes à prendre, mais c'est pas le moment idéal du cycle pour ça. Euh, Est-ce que tu as des petits trucs et astuces, du coup, pour essayer de mieux gérer ça, en fait? La dissonance qu'il peut y avoir entre le moment du cycle et ce que la vie nous envoie. Alors, Vaste question, déjà, hein.
Ouais, c'est une vaste question. Là, tu vois, je suis partie dans plein de projets différents. J'étais en train de penser à quelqu'un qui a une décision importante à prendre, quelqu'un voilà, qui est dans un but sportif. Si on se reconnecte déjà à ces cycles et qu'on apprend à les décrypter et à mettre en route des choses comme ça, le jour où on a une décision importante à prendre, ça nous donne déjà des pistes parce qu'on se connaît mieux. Hmm. Tu vois, déjà psychologiquement, on se connaît mieux. Pour ce qui est d'une échéance sportive, moi au début, je pensais que en fait, c'était vraiment cool que si ça tombait pendant la phase du printemps et de l'été, Hmm. il y a des femmes qui vont faire leur meilleure perf le premier ou le deuxième jour de leur cycle. Tu vois. Je discutais avec une la semaine dernière et elle me disait ouais, je veux absolument que ce soit le premier parce que le deuxième, je suis vraiment au fond du trou, mais le premier, c'est super pour moi. Ok. Il y en a d'autres, c'est plutôt le cinquième jour. Et puis, je pensais que la période progestative, c'est une période où, tu vois, tu pouvais pas performer. Moi, j'ai fait des courses pendant cette période-là. Et en fait, je pense qu'il faut tout voir sur chaque partie, le verre à moitié plein. Effectivement, je vais moins prendre facilement du muscle. Effectivement, ma fréquence cardiaque va être plus haute, mais je le sais. Mais je suis beaucoup plus intuitif, connecté à mes besoins. Je suis sur Hmm. une façon de recruter. Mon métabolisme est différent. Il brûle plus de calories. En fait, je suis beaucoup plus dans les réflexes. Je vais être beaucoup plus en vigilance, beaucoup moins de chances de me blesser. Tu vois, selon l'objectif, tu peux, tu peux y prendre du bien. Après, tu vois, effectivement, si juste avant tes règles ou pendant tes règles, tu es vraiment super mal et que ton objectif il tombe ce jour-là, mais en fait, si ton objectif, bon, s'il est demain, bah, je suis désolée, on va pas pouvoir faire grand-chose pour toi, mais s'il est dans Ouais. 3-4 mois, tu as 3-4 cycles pour expérimenter, tester Hmm. des choses. Tu peux, il y a beaucoup de choses dans l'hygiène de vie qui peuvent aider à gérer les douleurs de règles. Si c'est avant les règles, bah, tu as aussi de l'alimentation, le froid, tu vois, la cohérence cardiaque, des exercices de respiration. Il y a des choses, franchement, qui fonctionnent très bien. Et rien qu'en fait, moi, je le vois, mais sur plein de sujets autour du cycle, dès lors où une femme s'intéresse à son cycle, qu'elle dit, ah, c'est trop dingue, qu'elle commence à regarder sa glaire, qu'elle commence à regarder sa température. On n'a pas évoqué les autres, mais qu'elle commence à regarder comment est son transit, comment est son appétit, comment est sa libido. Tu vois, genre, je Hmm. distille un peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'elle fait de la rétention d'eau? Il y a plein de signes. Quel est son ressenti au niveau de la vulve? Est-ce qu'elle elle se sent comme si elle allait avoir ses règles alors qu'elle est proche de l'ovulation ou est-ce qu'elle se sent sèche? Comment est-ce qu'elle a des tensions dans les seins? Il y a beaucoup de choses en fait auxquelles on ne fait Hmm. pas attention, des maux de crâne. Et on se dit, bah, en fait, ça revient, mais en fait, comme tu fais pas gaffe, tu peux pas faire le lien avec ton cycle. Et donc, rien que d'aller voir et de dire, ah ouais, non, mais c'est fou, ça revient. Ben, moi, j'ai vu des femmes vraiment qui avaient des cycles qui étaient pas en bonne santé. Juste le fait de s'intéresser à ça, forcément, tu dis, bah, tiens, telle ou telle chose, ça a un impact, ça fait monter ma température. Tiens, hier, j'ai bu 3 verres de vin. Tiens, j'ai pris un Doliprane. Ah bah tiens, je vois plus ma glaire parce que j'ai pris un Doliprane et en fait, ça a des effets cascades. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ou j'ai mangé n'importe quoi. Mais il y a des femmes, intuitivement, elles me le disent. Elles me disent non, mais ouais, c'est vrai que quand j'avais fait une pause de gluten, et ben en fait, effectivement, j'avais plus de douleur de cycle. Ouais. Mais tu vois, c'est juste d'en parler, ça remet. Et rien que ça peut avoir des effets de fou. Franchement, c'est pas pour faire Ouais. genre ces solutions miracles, mais c'est vrai. Je l'ai constaté vraiment dans mes suivis et puis sur moi. Et Donc je pense qu'au déjà, final, ça... ouais, déjà les femmes connaissent bien leur cycle et savent à quelle phase elles sont, ce qui peut sembler bête, je pense, mais toutes les femmes sont pas forcément aussi connectées que toi ou que les femmes qui Non. sont formées à la symptothermie. C'est pour ça que moi j'ai des amis qui utilisent des applications, par exemple, où elles peuvent suivre leur cycle, etc., par rapport à différentes informations. Ça fait des petits rappels du coup. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet effectivement comme tu dis, ouais, il y a la température, il y a les glaires, etc. Mais pour les femmes qui veulent juste peut-être être en mode de chill, on regarde sur une application et on sait où on en est. Je trouve ça pas mal en fait. Donc déjà savoir premièrement où on en est dans le cycle, c'est aussi bête que ça. Oui. Et alors là, j'ai une petite, comment dire, petite mise en garde par rapport à ça. On va dire qu'il y a deux types d'applications.
Il y a les applications qui seraient des méthodes d'observation du cycle, donc qui ressembleraient à la symptothermie, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les signes que va renvoyer le corps de la femme. Donc ça va être, par exemple, elle va renseigner, qu'est-ce qu'elle peut renseigner? Sa glaire, franchement, ça a l'air un peu ragoûtant, mais c'est un indice hyper simple, ou ça peut être son appétit, ou ça peut être sa forme. Et donc, au fur et à mesure, l'appli peut proposer des conseils. Et d'un autre côté, tu as les applications prédictives. Alors, j'ai en tête Flow, Clue, c'est sûrement ce que fait Garmin. Et ça, en fait, c'est une problématique parce que ce sont des applications qui sont basées sur un calendrier tout fait et qui peuvent nous faire penser à la méthode Ogino, qui est la méthode du calendrier, et qui se base sur le fait que la femme a forcément un cycle de 28 jours et une ovulation au 14e jour, ce qui est Alors que archi faux. 28, c'est une moyenne. Les femmes qui ovulent au 14e jour, c'est 27%. Il y a énormément de femmes qui ovulent 13, 15, 17, 18, 20, parce que l'ovulation, on n'est pas des machines. L'ovulation, elle se fait parce que le corps est disponible pour ça. Et ton appli, elle le sait pas si demain ton corps, il est dispo pour ça. C'est vrai, en fait, et toi-même, tu le sais pas parce que demain, tu vas peut-être... en fait, l'ovulation, elle se fait si tu es dispo pour ça, si t'es pas stressé, si t'es pas malade, si demain, tu as une angine, une grippe, eh bien, ton corps, il se dit, là, toute la fonction reproductive n'est pas prioritaire, on se met en mode survie, on verra demain si on le fait ou pas. Et on Mais peut ça, avoir des cycles l'appli, elle sait pas, elle. Non, l'appli, elle sait pas. Et c'est pour ça que Ouais. c'est bien, c'est super. Moi, j'utilise et je conseille certaines applis, même pour la symptothermie. Il y a une appli française qui s'appelle Moonly et qui est très bien, mais tu vas venir renseigner et tu vas venir interpréter. Ou si tu interprètes ou si c'est l'interprétation par l'algorithme, il faut être vigilante parce que, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la fiabilité de la température. Oui, si tu es malade, ta température, elle augmente. Et effectivement, il faut pas la prendre en compte. Ton appli, elle va pas le savoir, hein, que tu as été malade, que tu as eu un mal de gorge. Donc, il faut que ça soit quelque chose de conscient, quelque chose où tu as la main dessus. Et c'est chouette, les applis. Moi, je suis pour et tout, mais il faut que tu gardes la main dessus. Et ces applis prédictives, elles sont super si c'est pour adapter tes émotions, si c'est pour adapter ton mode de vie, parce qu'un jour près, tu le sens aussi intuitivement. Mais si c'est pour un mode de fertilité, ça fonctionne pas. Ouais. Disons que pour les femmes qui sont réglées comme des horloges, ça peut être un bon début. Après, pour des femmes voilà, qui vivent des up and down régulièrement, comme tu le dis, voilà, qui ont des variations dans leur cycle qui sont assez conséquents, c'est pas la meilleure solution, hein, clairement. Non, mais voilà. Après, il y a vraiment des applis qui fonctionnent sur les signes de la femme et qui vont s'adapter au fait que elles ont des cycles qu'on peut considérer variants, quoi. Ouais. Revenons sur la partie sportive. Donc, ton livre s'appelle Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme. C'est intéressant. Pourquoi, selon toi, justement, le sport féminin a été si longtemps calqué sur les modèles masculins? Et depuis quand, d'ailleurs, enfin, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a des changements dans la façon dont on entraîne les femmes et la façon dont on entraîne les hommes? C'est encore un sujet très compliqué. Alors, déjà, pourquoi on entraîne des femmes comme les hommes? J'ai plusieurs hypothèses de réponse à t'apporter, à discuter, mais déjà, pour ce qui est de l'entraînement, les entraînements, généralement, s'appuient sur des recherches. Et quand tu regardes le monde de la recherche, tu vois le sport, mais si tu regardes la santé, si tu regardes la sécurité, si tu regardes plein d'autres domaines, énormément d'études ne reposent que sur les hommes. On va exclure les femmes des recherches. Tu sais pourquoi? Je te pose la question, à ton avis, pourquoi? De tout ce qu'on parle depuis le début. Parce que c'est peut-être plus simple de mesurer, d'entraîner un homme, peut-être que de gérer une femme avec justement les variations du cycle. Ouais, c'est exactement ça. C'est que dans le cycle, il est considéré comme faisant du bruit blanc. Il va venir compliquer, fausser les résultats. Parce qu'effectivement, une femme a un cycle. Une femme peut prendre une contraception hormonale, une femme peut être enceinte, une femme peut être en ménopause. Et là, ça complique vraiment.
Tu sais, aujourd'hui, sur les 5 dernières années, c'est 71% des études qui reposent que sur les hommes D'accord. et, et 9% pour les femmes. Tu vois le gap qui sont exclusivement féminines. Ce qu'on Oui, appelle le mais même sex data aujourd'hui, gap, dont tu parles un peu dans ton livre, ouais, c'est le ça. fait qu'il y ait une telle différence entre les stats issus des hommes, des femmes, des stats issus des femmes. Le gap, il est juste monstrueux, en fait, quoi. Il est monstrueux et il est problématique dans le sens où, en fait, on considère que ce qui vaut pour l'homme vaut pour la femme, comme si on était comme les hommes, si on était juste une version un petit peu plus petite en fait. Et même ce n'était pareil. Tu regardes dans la santé, par exemple, pour parler de la grippe, un demi-vaccin suffirait pour la femme. Une dose de vaccin, c'est beaucoup trop. Quand tu regardes pour la sécurité, bah, on prend des robots au crash qui ont des morphologies, des tailles masculines, alors qu'aujourd'hui, les femmes conduisent autant que les hommes, mais leur risque de blessure n'est pas pris en compte. Il y a beaucoup plus de femmes qui se font le coup du lapin, par exemple, parce qu'on est beaucoup plus laxe au niveau des cervicales, parce qu'on est plus petite au niveau de l'appui-tête, parce qu'on est plus large au niveau du bassin. Tu vois, même pour la ceinture de sécurité, tu penses à la poitrine. Donc ça, pour moi, c'est déjà un élément qui, pour moi, ça veut pas dire que je trouve que c'est normal, mais c'est pas que dans le monde du sport. Après, l'histoire de la femme dans le monde du sport, même quand tu regardes au niveau sociétal, on va encourager beaucoup les petits garçons à faire du sport, les filles moins en fait. Même, tu vois, d'aller dehors, les petites filles plutôt à des jeux d'intérieur. Et l'histoire du sport, de la compétition de la femme, il est très compliqué. Parce au départ, les femmes ont fait du sport comme les hommes, on les a vite exclus. On les a vite exclus parce que pour des raisons, quand elles se sont inscrites sur les premiers JO, elles étaient sur des compétitions d'athlétisme. Il y a des femmes à l'arrivée, elles sont tombées par terre d'essoufflement, mais comme les hommes, parce qu'elles ont tout donné, même comme voilà. Et en fait, on a dit c'est pas beau, une femme dans l'effort. Même les médecins, Ah des oui. médecins qui ont dit leur utérus vont tomber, ce genre de choses. Donc les femmes ont été interdites carrément de faire du sport. Et tu penses qu'il y a encore un héritage de ces vieilles idées reçues aujourd'hui? Ou ça commence à changer Oui, un peu quand même? ça commence à changer un peu. Il y a certains domaines où c'est compliqué encore aujourd'hui dans les sports de combat d'être une femme. Mais c'est surtout les mentalités ou tu vois, les sports comme le football où on genre beaucoup encore et c'est être un garçon manqué. Il y a une footballeuse là qui disait quand elle était petite, elle faisait du foot. Elle dit j'étais contente qu'on me considère comme un garçon manqué. On me disait ouais un garçon manqué, je me dis super. Aujourd'hui, elle réfléchit, elle dit non, mais ça veut dire quoi un garçon manqué? Je suis pas quelque chose de manqué ou quoi, et je suis une femme à part entière, il y a rien à voir. Donc tu vois, c'est encore Ouais. ces idées et les mentalités, moi je pense qu'elles sont à changer chez les femmes. Les femmes, tu vois, c'est ça aussi, juste le fait tu me parlais tout à l'heure, mais comment utiliser son cycle pour des projets, prendre des décisions, pour des projets sportifs. S'intéresser à son cycle, c'est dans une certaine mesure une façon de redonner confiance en soi parce qu'on redonne confiance à son corps et on ne le considère plus comme une boîte noire. Tu vois, il y a beaucoup de femmes. J'utilise la métaphore des rideaux rouges, là, des salles de concert, de spectacle, les beaux rideaux rouges en velours. Quand on leur parle de leur cycle, elles connaissent que ces rideaux rouges, quoi, que ces règles, et puis après, c'est vraiment boîte noire. Quand est-ce que j'ovule, j'en sais rien. Est-ce que j'ovule? Est-ce que je suis fertile, infertile? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? En fait, j'en sais rien. Je le mets à distance parce que je suis mal à l'aise avec ça, parce qu'on m'a rien transmis. Et puis, l'invitation de ce livre et de la symptothermie, d'aller s'observer, c'est d'ouvrir ces rideaux rouges et te dire qu'entre deux périodes de règles, tu as vraiment énormément de choses qui se passent. C'est une symphonie. C'est un ballet hormonal, en fait, qui se joue. C'est 4 saisons qui se jouent à chaque cycle. Donc, c'est super chouette après de ces 4 saisons, les inclure dans nos cycles des 4 saisons. Surtout que nous, on a de la chance d'avoir des vraies saisons en France et où il se passe beaucoup de choses et on peut expérimenter. Et je me suis un peu perdue sur ta question. Non, il n'y a pas de souci. On parlait justement des euh, différences entre les hommes et les femmes dans l'activité physique et sportive. oui, et donc,
pour terminer, Vas-y. j'ai retrouvé où je voulais en venir, de prendre confiance en son corps, de dire mon corps, il a un temps pour tout, il a une énergie pour ça. Si en fait, il y a des moments où je me sens pas bien, où j'ai pas envie d'aller vers les autres, c'est normal. Tu vois, rien que de dire, en fait, j'ai Hmm. pas un problème. Moi, jusqu'à mes 32, 33 ans, je pensais vraiment que j'avais un problème, que que j'étais mélancolique, que j'avais un problème au niveau de mes émotions, un problème psychologique, et des douleurs, je comprenais pas, personne n'était capable de me renseigner là-dessus. Dire non, en fait, ça, moi, personnellement, ça m'a réconcilié avec ma part de féminité, parce qu'avant, je m'entraînais comme un homme, tu vois, je m'entraînais qu'avec des hommes, je Ouais. bossais, mais trop, quoi. Pour moi, j'habitais à Paris, c'était vraiment métro, boulot, dodo. Et pour moi, montrer que j'étais une femme, c'était me mettre en difficulté. Ok. Montrer que j'avais mes règles, montrer que j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Non, je voulais être, tu vois, vraiment, parce que j'étais dans cette société de la production, de la performance, de la linéarité. Et aujourd'hui, me Hmm. dire, je peux capitaliser, en fait, en m'offrant du repos par moment, je peux capitaliser pour des moments être mieux, encore mieux. Et en fait, Hmm. être mieux que si j'étais sous contraception hormonale et mieux que si je m'intéressais pas à ça. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner à une sportive, soit qui débute, soit qui est déjà un petit peu expérimentée dans le sport, qui voudrait optimiser son activité physique et sportive? 3 conseils très concrets issus de ton livre que tu pourrais lui donner. Euh, la première, ce serait de prendre, soit il y a des grilles dans le livre, soit de prendre une feuille et un stylo et de noter, Ouais. comme un journal de bord. Ça peut être juste de se faire un petit système de couleurs. Il existe aussi des rosaces, des roues du cycle, voilà, pour Ok. comprendre, Donc, première étape, d'aller voir. suivre son cycle Mm. avec ouais, une partie concrète. Donc, ça peut être une application, ça peut être aussi, comme tu disais, Oui, écrit, ce qui peut être encore mieux. ouais, ou des Euh, petits dessins si on aime bien, ouais. des petites gommettes, des choses comme ça. Si on a ce côté créatif aussi manuel, ça peut être sympa. Ensuite, c'est d'expérimenter son cycle. De deux, c'est d'expérimenter ses entraînements, de voir ça comme quelque chose de Hmm. très ludique et de s'autoriser, en fait, de s'autoriser à faire en fonction de ce qu'on ressent. En suivant, bien sûr, appliquer certains conseils, mais de s'autoriser. Alors, ça veut dire que, par exemple, on est sur c'est pas très simple à mettre en place, mais par exemple, on est sur un sport collectif où on a des entraînements à faire sur le terrain, et puis on a un échauffement à faire après des séries. Soit d'en parler avec le coach, de dire là tu vois aujourd'hui, pourquoi pas utiliser la métaphore des 4 saisons. Je suis dans la fin de mon automne et je sens que je suis très fatiguée. Pour moi, j'ai besoin de me donner 10 minutes d'échauffement supplémentaire. Et c'est ok si je fais une série de moins. Parce que ton entraînement, il n'est pas basé sur une physiologie de femme, il n'est pas basé sur Ah mon ouais. cycle. Alors du coup, depuis que ton livre est sorti, est-ce que tu as eu des retours de la part de femmes qui l'ont lu et qui ont appliqué justement tous les conseils qu'il y a à l'intérieur, avec des retours positifs, des choses qui se sont passées dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis la sortie de ce livre? J'ai eu effectivement pas mal de retours sur les réseaux sociaux ou en email de femmes qui avaient été enchantées par la lecture et ça leur avait donné vraiment envie de mettre ça en place. Et je le vois aussi parce que tu vois, il n'y a pas que le livre, je donne aussi des formations dans des clubs D'accord. auprès de sportives aussi que j'accompagne. Et elles appliquent les principes et je trouve qu'elles se respectent plus. Elles prennent plus de recul aussi par rapport à leur performance, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Typiquement, quelqu'un qui me dit, en fait, je comprends pas, la semaine dernière, je fais mon 10 km en 50 minutes, là, je le fais en 55 minutes, je comprends pas, en fait, pourquoi je suis devenue nulle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai Hmm. régressé, j'arrête tout. Tu vois. Moi, je sais que proche des règles, ça peut monter crescendo comme ça. Et puis après, de se dire, attends, en fait, le lendemain, de dire, tiens, j'ai mes règles, si on s'observe pas,
ah ouais, donc en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'étais hyper fatiguée, j'avais des douleurs, je pouvais pas envoyer autant. J'aurais pu courir plus longtemps, sûrement. Mais bon, l'exemple du 10 km, c'était pas forcément, c'est plus sur des efforts courts. Et en fait, là, tu vois, j'ai des retours de sportifs qui me disent, en fait, pendant le stage, sur une semaine, j'ai eu un coup de mou, mais c'est parce que j'ai changé de profil hormonal. Je passais à l'hiver, donc ça allait pas. Ou j'ai senti qu'émotionnellement, j'ai pleuré et c'était ok. Ça voulait dire que c'était lié à mes émotions. En fait, et on parle beaucoup on utilise beaucoup printemps, été, automne, hiver, mais elles se respectent plus. Et je pense qu'elles arrivent à plus, à prendre un temps pour tout, à relativiser et du coup à mieux performer. Ok, c'est génial. Du coup, je pense que c'était un peu l'objectif de ton livre. Oui, oui, oui. Moi, l'objectif de mon livre, c'est vraiment ça peut faire un peu plan-plan, mais de s'apporter plus d'amour de soi et de compréhension de soi et de pas passer à côté de ce qu'on est. Mais oui, ou des femmes qui se sont mises au sport aussi, qui sont très contentes, et des femmes aussi qui me demandent aussi beaucoup de conseils après, qui sont en périménopause ou proche ménopause, qui ont envie de se mettre à une activité sportive parce qu'elles se rendent compte que pour leur santé, elles vont pas pouvoir passer à côté et elles vont vouloir aller plus loin dans le livre et puis elles me font des retours aussi vachement positifs. C'est intéressant que tu parles de périménopause et de ménopause. Pour les femmes qui nous écoutent et qui sont dans cette phase-là, périménopause et ménopause, est-ce que tu as des conseils particuliers à leur donner vu que quand on a la ménopause, par exemple, le cycle, il n'est plus présent. Est-ce qu'il y a des adaptations? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire quand on est en ménopause? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le corps, il garde en mémoire toutes ces fluctuations hormonales qu'on a eues. Donc il reste un petit peu, et puis le système adipeux, donc, les graisses, elles sont importantes pour permettre de continuer dans la transition à sécréter pour que ça se passe au mieux pour la santé. Et après, elles nous gardent cette empreinte, cette énergie cyclique. Donc on peut toujours en tirer profit. C'est beaucoup plus faible, mais on peut l'utiliser aussi. Je dirais que pour moi, j'ai pas de mise en garde de choses à faire dans la mesure où on est OK, on est d'accord avec tout ça. Il faut comprendre que dans cette transition, on va prendre un petit peu de masse graisseuse et c'est OK. Après, ça partira. Il faut pas faire l'économie d'une activité cardio et une activité de renfort. C'est important d'avoir les deux, pas faire l'économie d'un sur l'autre. Et je pense que la pratique sportive, elle est tout aussi importante même si elle n'est pas basée sur la cyclicité, mais sur le métabolisme et sur la physiologie d'une femme. C'est vraiment hyper important de continuer une activité physique sportive. Ouais, moi j'ai vu chez BeMove toutes les femmes qui viennent me voir et qui font une activité physique autour de leur période de ménopause subissent moins les symptômes de la ménopause qu'une femme qui est strictement sédentaire, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as remarqué? Oui, sur différents aspects. C'est positif parce que ça libère la tête, ça permet de relativiser. Tu sécrètes des hormones qui sont bonnes pour la tête. Rien que ça, on le néglige, mais c'est hyper important. Pour la santé mentale, aussi parce que forcément, ça permet de drainer tout ce qu'il faut sortir, parce que ça permet de renforcer le système cardiovasculaire, parce que aussi le système osseux et tout ça, ça fonctionne avec tout symptôme, parce que les symptômes sont là parce que le corps, il sait pas quoi en faire, comment faire de tout ça. Et c'est sûr que tout ce qui est le fait de transpirer, le fait de se mettre en action, pour ce qui est des suées nocturnes, il y a beaucoup aussi d'irritabilité, il y a des pleurs parce qu'on ne comprend pas non plus ce qui se passe, et l'activité physique. En fait, c'est bon pour tout. C'est devrait être le numéro 1 dans les ordonnances pour tous les. Je crois que maintenant, en France, les médecins peuvent faire des ordonnances de sport.
Ce qui est génial parce qu'au final, c'est presque un médicament, quoi, qui peut soigner des problèmes de santé à la place de médicaments, justement, avec que des effets positifs et pas d'effets négatifs, quoi. Donc, Ouais, effectivement, exactement. ça devrait être la base, en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des soucis de santé dit, est-ce que je suis assez actif? C'est quoi pour toi la suite de tes projets par rapport à cette thématique? Donc, tu as écrit un livre sur la symptothermie et comment mieux s'entraîner pour les femmes. Est-ce que tu as d'autres projets en lien avec cette thématique? Ouais, le livre fait des ricochets et je trouve ça vraiment, vraiment super. Je pensais que ça serait plus centré dans un trimestre et je vois que sur l'année, j'ai plusieurs présentations qui sont prévues. J'ai même des formations Ok, un peu partout, pas que dans la région Rhône-Alpes. Là, je vais aller à Rennes pour travailler avec des pilotes de moto. Donc, c'est top. C'est vraiment top. On va pouvoir travailler sur un profil en particulier. Et donc, ça va être sur un week-end de formation. J'ai toujours des conférences et des formations sur des clubs de sport. Et puis je suis en lien avec des préparateurs, des entraîneurs. Et on réfléchit à comment mettre ça en place avec leurs sportives. Il y a différentes façons, tu vois, parce que l'idée, c'est d'être une espèce de coordinatrice ou de traductrice du cycle. Et en ok. même temps, d'être vraiment cet aspect coach aussi mon idée, c'est pas seulement d'aller voir, mais c'est aussi d'imaginer des solutions pour que ça aille mieux. Hmm. Donc, comment on peut ajouter ça? Et je pense que dans l'avenir, ce sujet, il faut qu'il soit vraiment pris en charge. Il faut vraiment qu'il soit pris en charge. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que au niveau des sportifs de haut niveau, sur des compétitions comme les JO, hein, qui arrivent tous les 4 ans et qui apportent des rayonnements internationaux au pays, le cycle est toujours pas pris en compte pour tous. Qu'est-ce On que, a vu. comment t'imaginerais qu'il soit pris en compte concrètement? Concrètement, comme un paramètre supplémentaire de la performance. On regarde le sommeil, on regarde les blessures physiques, on regarde Mhm. l'alimentation, on regarde la récup, on regarde la santé mentale. J'ai Ouais. vu que certaines, c'était des athlètes, s'étaient formées, enfin pas formées, mais intéressées à l'art-thérapie. L'art-thérapie leur avait permis, dans leur prépa mentale, je trouve ça super cool. Ouais. Mais qu'au même titre que tous ces paramètres, ça soit exploré et qu'on fasse en sorte que ce soit un curseur positif et que peu importe la période du cycle, il n'y a pas une surprise comme, Hmm. comme là au JO. J'ai pas en tête, mais il y en a plusieurs qui après coup ont dit j'ai contre-performé parce que j'avais mes règles et c'était très compliqué. En fait, ça, c'est pas acceptable à ce niveau-là où le sport est une profession, où elles sont staffées avec des nutritionnistes, des kinés, des ostéos, etc., qui est pas une profession qui soit dédiée à ce bien-être. Elles ont des gynécologues ou des médecins, mais c'est pas forcément leur spécialité de transmettre. Ça pourrait. Mais ça demande une formation, un bagage supplémentaire. Ok. Et toi, justement, tu ne te verrais pas devenir, justement, enfin, c'est un peu ce que tu fais peut-être aujourd'hui, justement, coach pour aider les femmes sportives à mieux gérer leur cycle, à mieux gérer leur préparation physique en adaptant leur préparation à leur cycle. Si, c'est mon rêve pour les prochaines années, dans l'avancement de trouver cette place-là. Ce serait plus une de coordinatrice. Alors, pour certaines qui ont un staff, c'est sûr que ça fait partie du staff en plus et Mhm. ça a toute sa place à indiquer. Mais quand tu travailles avec des coachs, comment tu mets ça en place? Donc, ce système, tu vois, avec les 4 saisons, il fonctionne bien parce qu'il faut un lien. Souvent, les coachs, les entraîneurs ont moins de difficultés à parler des règles ou du cycle parce qu'ils mettent ça un peu à distance. Mais Mhm. pour une femme, parler de son intimité, c'est plus complexe. C'est vrai. Ok, Émilie, on arrive à la fin de ce podcast. Juste une dernière question. Toi, à titre sportif, c'est quoi ton plus grand défi à venir? Est-ce que tu as des projets de compétition, de course hors du commun qui t'attendent?
Pour l'instant, je surfe sur mes belles expériences de 2024. C'est une année qui a Ouais, été vraiment hyper riche et c'était intéressant au niveau de mon cycle de voir sur les compétitions comment j'arrivais à gérer et aussi de voir comment mon corps récupérait. Et ouais, parce que je l'ai poussé vraiment loin de faire 2 Ironman, on n'est plus dans le sport santé, donc c'est c'était clair. intéressant sur 2 aspects de voir comment j'arrivais à utiliser mon cycle comme paramètre de performance, comme je disais tout à l'heure, mais aussi comme moyen de contrôler que j'étais pas en train de rentrer dans un déficit calorique ou de problème. Tout de suite, mon cycle m'a dit là, tu t'entraînes trop, là, tu t'entraînes pas bien, là, tu manques de telle ou telle chose. Donc, j'ai eu tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que tu vois au jour le jour, au cycle, que là, il y a quelque chose qui va pas, donc à remanger plus de glucides, à plus aller chercher de magnésium, tu vois, de regarder Mhm. là où je voyais à quel moment du cycle il y avait un dérèglement, de regarder bah, j'ai eu la chance de mettre en pratique toute la théorie, en fait. Voilà, tu as appliqué tes Et propres conseils. c'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, Et donc, donc, oui, t'as c'était pas pour très riche. l'instant, pas de défi sportif à venir. Tu capitalises sur ton expérience passée pour un peu digérer tout ça et tu verras ce que l'avenir te réserve. Si, bien sûr, j'ai déjà des Ah, défis. J'ai quand on est déjà des sportif, défis. en général, c'est rare qu'on se dise non, bah, j'ai rien de prévu. C'est pour ça que je te Mais taquine un peu là-dessus parce que. j'ai voulu vraiment, pour moi, c'était hyper important, j'en parle aussi dans le livre, c'est de capitaliser là-dessus, de me rendre compte de ce que j'avais fait, que c'était pas rien et de pas passer directement à quelque chose d'autre. Alors, Mhm. on fait comme on a envie, ça peut être un dessin, ça peut être d'écrire pour garder une trace, ça peut être d'acheter la photo de la course, ça peut être plein de trucs, mais de vraiment profiter de ces moments et on le fait pas assez, de pas passer tout de suite à autre chose parce qu'on est on peut être un peu dans cet effet d'après-course où bah on se prépare depuis 8 mois, c'est fait, fouf, on a le down d'après et comment on peut faire pour que justement on soit pas dans le down mais qu'on reste le plus longtemps sur cette bonne énergie. Donc ça j'ai essayé de le faire au maximum. Et de me laisser vraiment le temps de dire à tout le monde me dit alors t'as quoi, t'as quoi? J'ai dit attends. Et donc ouais, j'ai un objectif à court terme, c'est à court terme, enfin c'est cet été. Donc je vais faire quelques courses de vélo et cet été, j'ai en fait un défi, un challenge de triathlon sur 3 jours. D'accord. Un petit format le vendredi, le lendemain un long format, un triathlon XXL et le surlendemain un autre format, c'est le Vercors-Man, qui est à côté de chez moi. D'accord. Voilà. Je connais pas. Mais ça a l'air assez intense comme ça, dit comme ça. C'est intense et c'est très beau. C'est un très très beau parcours vélo qui est très exigeant mais qui est vraiment magnifique. C'est pas pour vendre ma région, mais c'est vraiment super. Et d'autres triathlons aussi dans la saison. Et l'idée, ça serait de refaire, donc dans 2 ans, de refaire un format Ironman, l'Halsman, que j'aimerais faire. J'ai réfléchi, je me dis que j'attendrai l'année prochaine pour le Ok. refaire, qui est à côté d'Annecy, qui me dit bien. Donc, Ok. c'est pas fini les triathlons extrêmes. Mais je vais cette année, c'est vrai, le livre plus les Ironman. Il y a plein de choses que j'ai mis de côté. Ma famille, mes Ouais. amis, des projets autres. Donc, je prends aussi du temps pour ça, ce que je me suis rendu compte. C'est un des apprentissages de l'écriture de ce livre que c'est hyper important. C'est précieux. Très bien, Et Émilie. Du coup, on mettra dans la description de ce podcast, de la vidéo associée, tes liens vers les réseaux sociaux, le livre Entraînez-vous comme une femme et pas comme un homme. On mettra le lien pour que les gens puissent découvrir ce livre très intéressant qui va aider, j'en suis sûr, des millions de femmes si elles décident de bien passer à l'action, de bien s'écouter, de bien mieux se comprendre aussi, c'est important. C'est un peu le sujet de ce podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin, Émilie, à transmettre pour clôturer ce podcast? alors, un mot de la fin pour rester sur cette énergie. Bah, déjà, te remercier beaucoup et remercier les auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et voilà, d'être bienveillant envers soi-même
et de s'explorer, d'expérimenter. Pour que ça soit le domaine, c'est hyper important de tester par soi-même. Très bien, Émilie. Écoute, merci beaucoup de ta disponibilité et d'avoir été présente pour ce podcast. On te souhaite le meilleur pour la suite et peut-être à bientôt, qui le sait, pour un prochain podcast pour nous raconter plein de nouvelles choses sur le cycle, sur le sport, sur la vie. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Bonne continuation à toi et à bientôt. À bientôt, avec grand plaisir.